Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode supplément de Tech Café, enregistré durant la semaine du 10 juillet 2023. C'est pas l'épisode phare de l'ActuTech de la semaine, si jamais vous voulez vraiment les incontournables. C'est l'épisode précédent dans le flux du podcast qu'il faut écouter. Et en plus, on avait une grande chance, c'est qu'on était accompagné d'un expert dans le domaine de la médecine. C'est Steph, que vous aviez déjà peut-être pu entendre dans de précédents épisodes, et qui nous a accompagnés durant cet ultime épisode hebdomadaire de cette saison de Tech Café. Et bien sûr, là, vous écoutez l'ultime épisode supplément de Tech Café de cette saison. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, comme du conducteur de 99,999% des épisodes de Tech Café désormais, c'est Guillaume Poggiaspada. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ben oui, mais ça va très bien, ça va très bien. C'est bientôt les vacances, là, ça y est. Petit air de vacances, même, hein. Est-ce que vous sentez l'iode ? Est-ce que vous sentez... est-ce que vous avez préparé vos valises, etc. Alors je fais attention parce que tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances, et peut-être pas tout le monde maintenant, donc si vous êtes fidèle au poste, que vous travaillez, que vous n'avez pas la possibilité de bouger... Est-ce que c'est en France ? Tu dis je pars en vacances, il y a la moitié des gens qui te détestent. C'est pas faux, effectivement. On pense à tout le monde, en tout cas, dans Tech Café. On n'a pas de personnalité et on soutient tout le monde. Vous connaissez donc l'exercice, hein, c'est qu'on creuse un petit peu plus des sujets. Guillaume avait déjà vendu dans l'intro de l'épisode de cette semaine le fait qu'on allait aller encore un petit peu plus loin sur les entrailles de GPT-4. Alors surtout, ne quittez pas cet épisode si vous avez toujours voulu savoir comment fonctionne GPT-4. Est-ce que effectivement c'est une espèce de poulpe de plusieurs modèles de langage? Voilà, plus d'infos dans cet épisode. On va de toute façon enchaîner tous les sujets que Guillaume a préparés. Vous retrouvez ces sujets sur techcafé.fr, comme d'ailleurs pour tous les épisodes de Tech Café. Vous avez tous les liens qui ont servi à la construction des épisodes qui sont disponibles en un clic, et vous pouvez donc aller recouper les sujets. Et donc, sans autre forme de procès, on va parler déjà des news absolument quand même incontournables pour un supplément. Et je sais que vous étiez inquiets, mais quand même, on vous tient au courant. Rassurez-vous, Pornhub est en sursis en France, Guillaume. Oui, on fait le Pornhub check du jour. Voilà, s'il a été fait. Donc oui, j'ai eu accès sans montrer mon permis de conduire, tout va bien. Pourtant, de vrai que depuis 2020, quand même, les sites X sont normalement obligés de vérifier ton âge, de vraiment vérifier ton âge. Donc on en parle depuis au moins aussi longtemps, et le 7 juillet, le blocage des sites porno qui vérifient pas l'âge devrait être effectif. Et ben non. Voilà, finalement ça a été reporté à cause d'une procédure devant le Conseil d'État, intentée par les sites sur la légalité du décret de 2021. En gros, c'est toujours l'impasse. Donc personne s'est mis d'accord sur un moyen de vérifier l'âge qui soit fiable et respectueux de la vie privée. La méthode de la carte bleue donc a été réputée non fiable par l'Arcom, donc ça a été retoqué, donc on ne sait pas comment faire. Mais bon, on veut quand même bloquer, et quand même, et les sites veulent donc bloquer le blocage. Donc ça va nulle part. Bon, de toute façon, très personnellement, je pense que ça va un peu nulle part, parce que là où Pornhub est effectivement bloqué, comme dans le Montana par exemple, aux États-Unis, il y a plein de tutos pour contourner l'interdiction. Je vois pas très bien comment faire ça de manière efficace, et qui soit pas super invasive par ailleurs, pour la vie privée en particulier. C'est vrai que franchement, je suis pas tellement à l'aise avec cette idée de couper des morceaux d'internet parce qu'ils sont pas adaptés aux enfants, quoi. La plupart d'internet est pas adapté aux enfants. 90% d'internet est pas adapté aux enfants. Il y a des contenus qu'un enfant ne devrait pas lire ou voir à peu près partout, sur Reddit, Twitter, Facebook, des quantités de sites qui ont absolument rien de pornographique, mais qui peuvent contenir des choses perturbantes pour un enfant de 6 ans. Et alors quoi ? Tu vois, est-ce qu'il va falloir s'identifier partout ? Est-ce que je vais devoir donner mes infos perso partout ? De protéger, tu vois, est-ce que pour protéger les enfants, il faut tuer l'anonymat sur Internet ? Parce que là, franchement, c'est un pas dans cette direction, quoi. Donc je trouve pas ça très sain. Et puis, je sais pas, à la télé, tous les programmes sont pas tout publics, quoi. Est-ce que je dois donner mon âge au poste de télé ? Non, à la télé, tu fais gaffe à ce que tes enfants regardent, quoi. Donc, je sais pas, bon... Voilà, je pense que c'est plus facile de faire gaffe à ce qui est diffusé sur une télé salon familiale, pas forcément une télé dans une chambre. Je reconnais, je suis à titre perso complètement contre les télés dans les chambres, mais c'est plus facile de modérer le contenu de la télé familiale. Je dis pas que c'est vrai. C'est vrai que c'est plus compliqué. Idéal, les outils de contrôle parental existent, mais bon, il faudrait en faire des trucs plus... Voilà, enfin, disons que je trouve que c'est vrai que faire des lois qui sont un peu moisies, qui peuvent être contournées avec un tuto YouTube, je suis pas sûr que ce soit vraiment une solution perso, mais bon. On suivra l'évolution de ce sujet qui risque peut-être de ne pas bouger. C'est un vieux serpent de mer. Effectivement, une carte bancaire en plus. Alors évidemment, on peut bloquer sans doute les espaces de paiement.
Mais il y a plein de banques qui proposent des cartes, même dès 10 ans maintenant. Donc, inutile de dire que la carte bancaire n'est probablement pas une solution. Bref, on continue avec le porno, Guillaume, avec le porno par intelligence artificielle qui retrouve un terrain idéal sur Reddit. Oui, Reddit autorise finalement le contenu sexuel génératif, du moment qu'il dépend des personnages fictionnels. Donc des miriages porno, c'est bon. Du porno avec Hermione Granger, c'est bon. Apparemment oui, mais bon, sauf si elle a la tête d'Emma Watson par contre. Alors, c'est vrai que moi honnêtement, j'avais pas du tout réalisé que c'était interdit, hein, étant donné que des images coquinoutes faites avec Stable Diffusion, j'en vois sur Reddit depuis plus de 6 mois, hein, et le Reddit s'appelle SDNSFW, donc tu vois, c'est vraiment pas super caché. Not plus, safe for work. Voilà, Stable Diffusion, not safe for work, donc ça va. Donc j'avais pas conscience que c'est interdit, mais bon, ok, bref. C'est une forme d'exception à la règle qui dit qu'on peut pas faire du porno deepfake. C'est une règle qui date de 2018. Alors c'est devenu compliqué parce que c'est toujours du génératif, et qu'on peut faire du deepfake sur une image générée. En fait, il y a même un plugin pour Roop, d'ailleurs, pour faire ça. Ou à l'inverse, on peut aussi créer des LoRa avec des visages d'acteurs ou d'actrices, ça fait bon. Tout est un petit peu flou comme ça. Donc Reddit ne bannit donc pas le porno IA avec des... Enfin, il bannit le porno IA donc avec des personnes réelles et identifiables, mais sinon ça va. Alors évidemment, encore une fois, jamais avec des mineurs, synthétiques ou pas. Hein, le contenu sexuel avec des mineurs est donc formellement interdit, fictif ou pas, ou quoi que ce soit. Donc ces nouvelles règles sont peut-être destinées à faire revenir les gens sur la plateforme, hein, parce que je sais pas, ça va peut-être échauder un petit peu tout ce qui s'est passé depuis dernièrement. Et bon, oui, c'est vrai que les waifu topless, c'est pas très subtil, mais c'est attrayant. Alors je déconne, mais en réalité, Reddit vient de perdre encore un de ses atouts, malheureusement, la communauté Bot Defense, qui aidait à éliminer donc le spam sur pas moins de 3650 Reddit. Enfin, elle aidait, elle aide plus, parce que l'équipe arrête tout suite à l'attitude antagoniste, je cite, de Reddit de ces dernières semaines. Donc Bot Defense aidait à assainir des subreddits énormes, forts de plusieurs millions de followers, hein. Par exemple Air Gaming ou Air Music ou Air Jokes, qui ont tous entre 26 et 37 millions d'inscrits. Donc Bot Defense en fait utilise des outils automatisés, heureusement, qui apparemment vont pas rester viables sous la nouvelle politique de Reddit. Alors, il y a, comme Bot Defense, il y avait aussi PushShift, qui était un autre outil de monitoring qui souffre de la nouvelle tarification. Alors, il a été bloqué, puis il a été débloqué, il a été exempté, mais apparemment, les nouvelles règles le rendent bien moins utile. Or, PushShift aussi est utilisé dans la lutte contre les bots. Donc, pourquoi Reddit met des bâtons dans les roues de ses outils et de ses communautés, hein, alors qu'il a tout à gagner à les chouchouter? Ça me dépasse. Ouais, j'arrive pas à comprendre la logique de la boîte, mais si ça continue, ça confine à l'autodestruction, parce que les bots et le spam, c'est un fléau difficile à endiguer, hein, c'est 80% du contenu modéré sur le site. Si les principales communautés qui aidaient à ça se barrent, et Reddit risque de devenir un calvaire à utiliser dans les années qui viennent. Hein. Donc voilà, s'il pense qu'il peut se débrouiller tout seul, bonne chance. Et pendant ce temps, 2059 communautés sont encore en blackout en signe de protestation, donc ça continue, c'est courageux de leur part. Mais bon, moi perso, j'ose plus attendre quoi que ce soit de la part de la direction. Hein. Je pensais pas que ça durerait autant. Alors encore une fois, hein, je suis pas expert. Je dis encore une fois parce qu'on en parlait déjà dans l'épisode hebdo de Tech Café de cette semaine. Je suis pas utilisateur et encore moins expert de Reddit, mais je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Et en même temps, quand tu regardes objectivement, tu vois pas trop quelle est la solution. Donc oui, ça risque d'être bloqué encore un petit moment. Les subreddits. Utilisation de l'intelligence artificielle, peut-être clarifiée par la plateforme Steam, Guillaume. Oui, Steam essaye de clarifier un petit peu sa position sur le contenu génératif des jeux qu'il héberge. Eh ben c'est raté, voilà. Tout a commencé quand Steam a fait savoir à un développeur qu'il souhaitait pas publier son jeu parce qu'il contenait de manière évidente des graphismes faits avec des IA génératives, probablement des sprites ou des décors. Et donc il y aurait eu un risque lié à la propriété intellectuelle. Alors le dev a viré les graphismes en question. Sans doute qu'ils ont été, qu'ils étaient dans un style trop reconnaissable d'un auteur connu ou quelque chose comme ça. Mais Steam, même après que le dev a tout viré, persiste à refuser le jeu. Parce que peut-être qu'il ne sait pas si le reste des graphismes, qui est peut-être moins stylé de manière évidente, est ou non susceptible de leur valoir en procès en copyright. Et là, honnêtement, c'est pas très compréhensible, parce que des jeux avec des miriages dedans, il y en a plein sur Steam et depuis des mois. Des graphismes sortis... Tu l'avais déjà dit. On en avait déjà parlé, bien sûr. Des graphismes sortis de Stable Diffusion sont même parfois le propos du jeu, hein, comme avec ce simple puzzle game qui s'appelle This Girl Does Not Exist. Donc, what the fuck. Et en plus, c'est assez inquiétant parce qu'on peut se demander ce qui se serait passé avec Firefly d'Adobe. Si le dev avait utilisé un outil Adobe avec, ces outils qui sont fameux, qui sont certifiés cachers, hein, parce que au point que tous les frais de justice pour un procès contre l'utilisateur seront payés par la boîte. On en avait parlé aussi. Steam aurait-il accepté? Si Steam fait ça, il favorise
outrageusement les grosses boîtes par rapport aux outils open source, ce qui est pas très Charlie. Pour les développeurs indépendants et fauchés, quand même. Steam a sorti un mini communiqué qui dit en substance qu'il se base sur l'état actuel des lois sur la propriété intellectuelle et que leur politique repose dessus et que ça peut changer si les lois changent. Mais ils veulent pas décourager pour autant l'usage de l'IA dans les jeux. Ce qui achève en fait de rendre la situation très floue, parce que Steam a rejeté le jeu parce que l'usage de l'IA était visible. Déjà, c'est pas complètement clair, bon, mais visible à l'œil nu, mais de manière évidente. Mais l'art génératif, bientôt c'est fini, tu le verras plus de manière évidente. Ce sera plus possible de le voir, tu vois. Et il y a un flou qui est terrible parce que imagine que voilà, le dev s'est fait kicker. Bon, si le dev en question refait son jeu avec des graphismes qu'il a fait lui, comment il prouve qu'en fait c'est pas fait avec une IA? Non, cette fois-ci, c'est pas une IA qui l'a faite, c'est moi, je vous dis. Comment il prouve que c'est lui qui les a vraiment dessinés avec à la mimine, finalement, tu vois? Comment définitivement lever le doute après? C'est un bordel, hein. Compliqué, effectivement. Au-delà de interdire, autoriser, etc., il y a comment est-ce qu'on arrive encore une fois à détecter et puis à déclarer un contenu comme authentique. Tu avais évoqué des solutions technologiques, mais avant de pouvoir les mettre en application sur des usages très concrets tels que celui-ci, c'est pas évident. Je donne le titre quand même de la rubrique que tu as proposé, Guillaume, violence graphique, ce qui me permettra d'enchaîner avec quelque chose qui était visuellement particulièrement violent pour l'œil. C'est une grosse bouboule d'affichage, Guillaume, qui a débarqué aux États-Unis et qui a été la coqueluche des réseaux sociaux pendant un petit moment. Oui, le 4 juillet, c'est la fête nationale aux États-Unis, et pour l'hôtel Venetian à Las Vegas, c'était aussi l'inauguration d'un projet complètement hors de toute proportion, le plus grand écran sphérique du monde, qui s'appelle très simplement The Sphere. Donc 110 mètres de haut, 54 000 mètres carrés d'écran. The Sphere se voit de loin, parce qu'en fait l'extérieur de la boule est aussi constellé de LED, et ça sert d'écran aussi pour afficher un petit peu tout ce que tu veux. D'ailleurs, lors du Grand Prix de F1, ça sera utilisé pour afficher des statistiques. Donc elle affiche des trucs flippants, comme un gros œil, le truc qui t'a fait peur apparemment sur les photos, j'ai l'impression. Très flippant, oui. L'extérieur de la boule est vraiment impressionnant. Il y a 1,4 million de patchs avec chacun 48 diodes à LED, qui doivent d'ailleurs par ailleurs résister aux intempéries et aux UV, tout en étant super brillantes pour se voir de très loin. Mais c'est absolument du pipi de bébé belette en comparaison de l'intérieur, qui est un écran 16K à 360 degrés. C'est monstrueux. Mais le pire que tout, une fois encore, c'est presque moins impressionnant que le système audio. Parce que, en plus des LED, donc sur cet immense écran sphérique à l'intérieur, la sphère est littéralement tapissée de haut-parleurs. Il y en a 160 000 répartis en 1600 panneaux sonores. Et chacun peut créer des faisceaux sonores en 3 dimensions pour localiser précisément un son donné n'importe où dans le volume de la boule. Donc, donc la sphère a une capacité de 20 000 sièges, et il y en a 17 500 qui sont fixes et qui sont équipés de retour haptique. Donc c'est les sièges qui vont vibrer à toutes les fréquences possibles, des très basses fréquences jusqu'à 500 Hz, pour rajouter encore de l'immersion. Donc c'est fait pour faire des spectacles à l'intérieur qui peuvent être donc des concerts de fous, complètement, ou des films immersifs de 45 minutes à 1 heure. Alors maintenant, c'est l'instant juste prix. À votre avis, combien ça coûte ce truc ? Combien coûte un truc 30 000. En dessous de ça, ça marche pas. Non, j'en ai vraiment aucune idée. Je pense qu'on dépasse les montants que je suis capable d'évaluer sur ce genre de choses. Bon, en millions. En millions Non. 2 milliards. Ouais, non. Ah. C'est violent, hein. Ouais, c'est très très violent. Ouais, c'est quand même costaud. C'est super violent. Je m'attendais à des dizaines de millions déjà, mais ok. Non, c'est 2 milliards de dollars. The Sphere. Il va falloir le rentabiliser, hein. Eh ben oui, alors elle est unique au monde pour l'instant, mais il y a un projet similaire à Londres dans les cartons. Franchement, il n'y a pas à dire, ça marche toujours très fort les affaires à Las Vegas quand même. Hein. Investir dedans. Ça va très loin. Ouais. Eh ben écoute, très bien. Surenchère aussi, mais cette fois-ci non pas de montant, mais de qualité d'image avec le nouveau Stable Diffusion XL, Guillaume, qui veut péter du mid-journée, comme tu le disais dans les notes. Exactement, toujours dans le graphisme et dans la violence, et quelque part aussi, parce que c'est violemment beau, c'est SDXL XD, donc Stable Diffusion XL, la nouvelle version de Stable Diffusion, qui est donc désormais librement téléchargeable. Donc j'en avais déjà parlé, il s'agit toujours de la version 0.9, donc une sorte de bêta de cette version 3 de Stable Diffusion, puisqu'on rappelle que Stability AI avait sorti une version 2.0, qui avait pas vraiment fait l'unanimité, et qui même si elle est utilisée aujourd'hui, elle a quand même carrément subi des moqueries à sa sortie. Donc regardez ce qui se passe sur Reddit, c'est toujours un bon indicateur pour savoir si une nouvelle version est bien accueillie, et pour le moment, c'est clairement le cas de SDXL, donc on va l'appeler SDXL, Stable Diffusion XL. C'est la
donc la version qui vient après la version 2.0, et c'est bien simple, on a l'impression qu'une publication sur 3 sur le subreddit de Stable Diffusion, c'est une production de SDXL. Ah ouais, Parce que, c'est vraiment, il n'est pas encore en version finale, et la communauté commence déjà à personnaliser le modèle. Ce qui n'est pas forcément judicieux, parce qu'il va falloir tout refaire avec la version 1.0. Mais bon, oui, SDXL de base produit de très belles images, avec la version 1 et l'inévitable avalanche de LoRa qui va arriver, que la communauté va produire, oui, Midjourney va avoir une vraie concurrence, c'est sûr. Alors, petite mise en garde au passage. Tant mieux. Oui, clairement. J'ai vu passer que certains modèles de SDXL pouvaient contenir des logiciels malveillants, donc il faut plus que jamais privilégier le format Safe Tensor si vous voulez télécharger le modèle. D'ailleurs, on a un article aussi donc de Stability AI qui détaille toute l'architecture, un article scientifique qui détaille tout ça sur GameFace. On rappelle que SDXL en fait est un ensemble de 2 modèles, donc c'est-à-dire qu'il faut télécharger 2 modèles. Donc si vous le téléchargez, il y a 2 fichiers. Donc il y a un modèle de base et un modèle de raffineur. Donc pour le moment d'ailleurs ce sont des modèles bruts, donc ils sont probablement plus lourds que les versions définitives et qui seront aussi en version pruned, donc en version allégée. Chacun des modèles possède des réseaux qui sont bien plus complexes, donc Stable Diffusion 1.5 ou 2.0. En fait, chacun de nos modèles a 2,6 milliards de paramètres contre 865 000 pour Stable Diffusion 2.0. L'encodeur qui est aussi un clip qui est de plus grosse dimension, le contexte double par rapport à SD 2.0 aussi. Donc le modèle de base va créer une image de manière standard, on va dire classique, avec des réseaux plus sophistiqués, cependant, comme on vient de dire, et le modèle raffineur est analogue, mais entraîné spécifiquement sur des images haute définition et de haute qualité, et c'est lui qui est chargé de rajouter des détails à l'image finale, en fait, qui va passer d'ailleurs à une résolution de 1024 par 1024, soit 4 fois plus que SD 1.5. Donc SDXL, selon les propres évaluations des auteurs, serait systématiquement préféré aux versions antérieures, ou quasi systématiquement, et si on le mesure à Midjourney 5.1, SDXL serait préféré dans une petite majorité des cas, donc en gros il est compétitif, on va dire. Ce qui est très encourageant pour la génération d'images open source, parce qu'évidemment, s'ils ont probablement fait les tests sur la version 0.9, donc voilà, la version 1.0 va arriver, et puis probablement d'autres, puisque encore actuellement, la version de Stable Diffusion qui est la plus utilisée est probablement la 1.5. Donc ça veut dire qu'il va encore y avoir des raffinements, et ça, c'est de très très bon augure, on va dire, pour la génération d'images open source. C'est très bien de voir que ça avance aussi du côté de l'open source. De toute façon, c'est un peu le sens de l'histoire. Je pense maintenant, il y a aussi les évolutions sur les modèles open source et qui vont concurrencer de plus en plus les modèles qui ont pignon sur rue, qu'on connaît un petit peu plus, peut-être, notamment DALL-E 2, évidemment. Et Midjourney, comme tu le citais. On reste sur Hugging Face, Guillaume, avec Dragon Diffusion. C'est quoi? C'est la génération de dragons, c'est ça? On peut générer des dragons, de très beaux dragons avec XDXL d'ailleurs. C'est ce que je me disais. Oui. Effectivement. Ça fait partie des exemples qu'il y a dans le papier. Ouais, bon, mais puisqu'on parle de génération d'images, 2 articles montrent que voilà, l'avenir est radieux pour la génération et pour l'édition, on va dire, de cette génération, puisqu'il y a 2 papiers qui montrent 2 nouvelles manières d'éditer de manière simple et intuitive les miriages, les images génératives en les régénérant. Donc il y a Dragon Diffusion et l'Edits, donc L-Edits, L-E-D-I-T-S. Donc dans le premier, dans Dragon Diffusion, le but c'est un petit peu de marier une approche à la DragGAN, dont on avait parlé, il y a peu, mais avec des miriages. Alors DragGAN, on rappelle, c'était la possibilité d'éditer une image qui était déjà faite, donc tu prends un JPEG de tes vacances, et après, tu déplaces simplement des points de contrôle à la souris, et tu pouvais, par exemple, rendre une montagne plus haute, si tu fais un drag and drop du sommet, tu peux faire sourire ton tonton, ou faire se lever un lion couché comme une grosse feignasse, simplement en faisant un drag and drop, d'où le nom de DragGAN. Donc Dragon Diffusion va faire un petit peu la même chose, mais avec des miriages, c'est-à-dire des images qui sont entièrement générées et qui vont être régénérées à nouveau pour correspondre aux modifications. Par exemple, tu peux déplacer un verre sur une table, tu peux changer l'expression d'un visage, mais aussi rajouter des objets précis à des endroits précis avec une image de référence, par exemple. C'est un vrai changement, parce que l'interaction sur les miriages se base généralement par le prompt, la régénération du prompt. Là, on est quand même sur une interface plus graphique pour les faire évoluer. Oui et non. Alors, non, parce que en fait, il y a quand même beaucoup d'outils qui permettent de retoucher les images génératives. D'accord. Par exemple, effectivement, tu peux faire du image to image, c'est-à-dire tu prends une image en plus du prompt et tu pourrais générer une 3e image, et après tu as toutes les possibilités d'in-painting, c'est-à-dire tu élimines en fait complètement une partie d'image et tu lui demandes de régénérer uniquement cette partie en utilisant le reste de l'image comme contexte et le prompt en plus comme contexte. Donc ça fonctionne plutôt bien, mais il peut y avoir des problèmes de continuité, des problèmes
En fait, c'est le problème de stabilité, si on veut, quelque part. C'est pareil pour l'outpainting, quand tu veux augmenter la taille d'une image, c'est pareil, il faut, parfois ça marche moins bien. C'est pas aussi évident, et en fait, ces papiers montrent des possibilités qui sont un petit peu plus intuitives, un petit peu plus efficaces peut-être aussi. Et en fait, le tour de force, justement, c'est que là, par exemple, avec Dragon Diffusion, c'est que le contexte de l'image ne change pas. Quand tu fais un changement très localisé, très particulier, le contexte ne change pas, il n'y a rien qui change. Enfin, presque rien. En fait, presque rien ne doit changer, sauf la modification que tu veux. Et c'est ça, en fait, la stabilité d'une image, quand on fait de la diffusion, c'est pas quelque chose d'acquis, quoi. Quand tu fais du image to image, la plupart du temps, il y a plein de choses qui changent par-ci, par-là, tu vois. Donc, dans le deuxième papier, les edits, donc, les modifications se font de manière localisée, et sémantique. Donc, par exemple, tu peux transformer un vieux monsieur en jeune homme, en changeant le prompt, mais tu peux le faire sans modifier l'arrière-plan, en fait. On peut rajouter des concepts et en enlever, donc transformer un papillon sur une fleur, tu peux le transformer en abeille en gardant la fleur intacte. En fait, tu rajoutes le concept d'abeille et tu enlèves le concept de papillon, explicitement. Hein. Et donc, si tu as la photo d'un panier avec des citrons, le panier sera automatiquement remplacé par un vase en céramique, si tu veux, tu vois, sans que les citrons ni le fond ne changent. Et c'est ça en fait qui est pas facile forcément à faire avec de l'in-painting, même si on peut faire ce genre de truc aussi avec de l'in-painting, mais c'est pas forcément évident. Donc l'edit et Dragon Diffusion fonctionnent pas exactement de la même manière, mais les deux travaillent dans l'espace latent, c'est-à-dire, on l'a dit plein de fois, une image donc est générée donc dans les modèles de diffusion à partir d'un bruit, d'une image qui est complètement aléatoire, qui est débruitée progressivement pour devenir l'image qu'on veut. Ce processus en fait est inversible. C'est ça qui est fabuleux, c'est que ce processus est inversible. Donc l'image est à modifier, elle est renvoyée dans l'espace mental du modèle et elle est remise à l'état de bruit. Et après, elle est régénérée de nouveau, mais avec un guidage supplémentaire. Un guidage supplémentaire qui se fait par un réseau parallèle, qui rajoute une contrainte pour aboutir à l'image demandée. Donc, alors ce guidage est différent, hein, concrètement, évidemment, selon qu'on est Dragon Diffusion ou l'edit, puisqu'on a un guidage qui est textuel, conceptuel, enfin sémantique avec l'edit. Les nouveaux concepts sont encodés et envoyés dans l'unité qui conditionne l'image, quand elle est régénérée. Dans le cas de Dragon Diffusion, on a carrément une branche parallèle complète, une autre génération en fait, qui monitore la correspondance graphique entre l'image d'avant et celle qu'on veut. Dans les deux cas, ça montre qu'on pourra sans doute dans l'avenir avoir encore plus de contrôle, encore plus facilement sur la création de ces images synthétiques. Ah, c'est vrai que là aussi, hein, encore une fois, là où on voit un progrès dans la génération d'images de type myriage, c'est dans la qualité des images, dans la lutte contre les aberrations des 6 doigts, etc., dont on avait déjà parlé, qui sont maintenant de l'histoire ancienne, mais là, on arrive quand même à des évolutions de type interface. Donc, je suis obligé de revenir aussi sur... Enfin, je suis obligé... T'avais évoqué donc les pistes que j'ai indiquées pour essayer de faire en sorte que les miriages soient toujours reconnaissables, tu sais qu'on puisse watermarker tout à fait, l'authenticité synthétique. Ouais. Bon bah là tu vois aussi la complexité du truc, c'est que il faudrait par exemple que les modèles de SDXL soient conçus de manière à ce que ce soit fait. Et à ce que ce soit, tu vois, il faut que les programmes qui utilisent les modèles des SDXL utilisent cette méthode de watermarking et tout. Et il faut évidemment, à chaque fois qu'on change de version du logiciel, il faut que ça suive, etc., etc. Donc c'est possible, mais après, évidemment, il faut que les gens l'utilisent aussi. Hein. C'est pas si simple. Pas évident. Techniquement, c'est possible, mais après, c'est pas si simple à implémenter. Quoi. C'est... Comme souvent d'ailleurs, comme souvent les solutions techniques, elles peuvent être accessibles, mais la réalité de la mise en pratique des usages, c'est pas évident. On parle... Alors, autre rubrique. Je donne, les titres de rubrique pour cet épisode pour voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Mais ramène ta science, forcément. On va aller dans l'espace, hein, on va parler de chimie et tout. On a plein de sujets à traiter. On va commencer à faire une petite transition parce qu'on va continuer à parler des modèles de langage, les LLM, avec la problématique sur le terrain des tribunaux, Guillaume, sur les modèles de langage, qui continue. Oui, on a des news sur GPT-4, comme promis, on va commencer par les procès, parce que c'est pas mal. Oui. Et oui, GPT-4 en a déjà 2 sur le dos, donc c'est pas mal. Alors, si OpenAI veut devenir le prochain Microsoft, il est bien parti, parce qu'il a des gros procès, hein, comme son modèle. Donc déjà, 3 milliards de condamnations potentielles sur le dos, d'une part, et deuxièmement, un autre procès intenté par des écrivains, qui pourrait s'avérer cher aussi, donc je sais pas, en tout cas c'est le métier qui rentre. Alors dans le premier cas, il s'agit de 16 personnes anonymes qui attaquent sur la vie privée et le vol de données, donc OpenAI a utilisé 300 milliards de mots au minimum, donc voilà, tiré de matériel pas toujours libre, parfois même contenant des données perso, il a collecté ces données en secret et leur modèle peut produire des informations personnelles de personnes réelles, quoi. Donc la plainte
fait 157 pages, elle est quand même très légère en ce qui concerne les dommages réels, des vrais préjudices à constater et avérés. Donc 3 milliards, c'est vraiment au doigt mouillé, hein, c'est même au doigt saucisse. En fait, si cette procédure va à son terme, le juge appréciera une somme qui sera très très nettement inférieure, très probablement. Alors, la deuxième attaque en justice, par contre, là, c'est pas du tout des inconnus qui sont derrière, hein, puisqu'il y a Sarah Silverman, alors, qui est une actrice, une autrice, une comédienne américaine. Je vais pas faire semblant de la connaître. En fait, elle a une grosse carrière à la TV. Apparemment, elle fait des late shows, ce genre de trucs. Elle fait des talk shows, quoi. Elle a aussi joué dans des films, mais bon, voilà, je connais pas personnellement, mais bon, elle est quand même très connue et elle attaque avec d'autres auteurs, OpenAI et Meta, donc pour GPT et Llama, en tant que plagiaire à l'échelle industrielle. Donc d'ailleurs, ils attaquent via un cabinet d'avocats qui va finir par devenir un spécialiste dans le domaine, puisque c'est le cabinet Saveri qui est déjà à l'œuvre avec le procès contre GitHub, et la procédure contre Stable Diffusion, dont on n'a plus de nouvelles d'ailleurs, j'ai aucune nouvelle là-dessus. De fait, l'argumentaire c'est un peu le même que pour Stable Diffusion, hein. GPT est entraîné sur une énorme base de données, dont beaucoup sont pas du tout libres de droit, et en particulier des livres protégés par le copyright. C'est même avéré, en fait. Hein. Llama et probablement GPT aussi utilisent entre autres The Pile. Donc c'est un énorme dataset qui comprend entre autres 200 000 bouquins à peu près, tirés de sources comme Bibliothèque. Bibliothèque, c'est une source un peu comme Z-Library, quoi. C'est-à-dire c'est des livres en grande partie piratés. Donc comme Stable Diffusion était aussi entraîné sur des images pas libres, en somme, c'est un petit peu la même chose. Cela dit, les mêmes arguments dans les deux cas peuvent aussi être retenus, c'est-à-dire que les modèles ne contiennent pas les données d'origine. Donc les LLM ne contiennent pas les livres d'origine. Le matériau est digéré par le modèle, mais a priori pas enregistré. D'ailleurs, c'est pas du tout le but. Alors bien sûr, le modèle, étant ce qu'il est, hein, il peut imiter, du coup, le style d'un auteur. Il peut aussi recracher des passages. En fait, non seulement, comme avec Stable Diffusion, il peut y avoir des phénomènes d'overfitting, et certains bouts de données peuvent figurer tels quels ou très proches de l'original. Pour les modèles de texte, on est un petit peu entre le code et les images. C'est-à-dire que la variabilité de la sortie, de l'output, là, elle est moins grande que pour les images, elle est plus grande que pour le code. Ce qui fait que même de manière fortuite, on peut potentiellement, si on demande par exemple de compléter un passage de Harry Potter, par exemple, se retrouver avec un texte qui est proche d'un passage existant, tu vois, c'est pas du tout impossible. Mais bon, même sans aller jusque dans ces considérations, est-ce qu'entraîner le modèle sur du contenu protégé, c'est déjà pas une ligne rouge qu'OpenAI et Meta auraient franchie? Est-ce qu'ils vont devoir dédommager les artistes s'ils gagnent, tu vois, à quelle hauteur? Donc on est très très curieux de voir comment tout ça va se terminer, parce que c'est sans doute décisif pour la suite. Ouais, et la réponse sera peut-être pas tranchée tout de suite, à mon avis, parce que la mise en application, là encore, n'est peut-être pas si simple. Guillaume, tu nous l'as vendu depuis l'épisode hebdomadaire de Tech Café. Il faut quand même qu'on rentre dans le vif du sujet. On se retrousse les manches et on saute à deux pieds joints dans ce sujet, qui est les entrailles de GPT-4. Tu as réussi à hacker les informations secrètes qui expliquent comment ça fonctionne. Oui, encore une étape de franchie, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot ? Alors, il y a quelques temps, on a déjà évoqué les grandes lignes, c'est-à-dire que GPT-4 sera un mélange d'experts, c'est-à-dire non pas un, mais plusieurs modèles à la fois. On manquait quand même de détails précis, et cette fois, à peu près toutes les infos possibles ont fuité sur Twitter, hein, donc il y a Yann Pelleg qui les a relayées. Moi, je n'y ai pas eu accès, puisque voilà, merci Elon Musk, parce qu'en ce qui me concerne, je suis pas inscrit, ça marche toujours pas, donc c'est pas grave. Heureusement, il y a des moyens détournés d'avoir les infos, et donc c'est un peu compliqué, en fait, en détail. Donc GPT-4 serait vraiment une hydre. Donc vraiment une hydre, la créature mythologique, parce que ça sera un transformer avec des couches d'attention standard, donc communes, une sorte de tronc commun. Par contre, il y aurait 16 couches feed-forward parallèles qui seraient utilisées tour à tour. Bon. Donc un rappel, hein, les GPT sont des empilements de blocs transformers. Donc en fait, c'est des énormes plats de lasagne avec des couches viande-pâte empilées. La viande, c'est une couche d'attention qui dit au modèle quels mots sont les plus importants dans un contexte donné, et la pâte, c'est une couche dite feed-forward, c'est-à-dire un réseau de neurones assez simple, finalement, qui est là pour prendre la décision en fonction de l'input et de ce que lui dit la couche d'attention. Alors l'idée, c'est qu'on n'a pas exactement 16 GPT-4 en parallèle. En fait, les couches d'attention sont partagées, donc il n'y en a qu'un seul ensemble. Par contre, il y a 16 ensembles de couches décisionnelles. Donc c'est vraiment comme une hydre. On a un seul corps, donc la partie attention, et on a 16 têtes, qui sont les couches de décision. Donc ces 16 têtes sont entraînées sur des datasets un petit peu différents pour être bonnes dans des domaines un petit peu différents. Chacune de ces têtes expertes aurait 111 milliards de paramètres. Le corps, le tronc commun, en aurait 56 milliards.
Du coup, le modèle complet aurait 1800 milliards de paramètres, mais seules 2 de ces 16 têtes fonctionnent à la fois. Ce qui fait que le modèle, en fait, n'active que 278 milliards de paramètres par passe. Heureusement, et pas 1800. Donc on a un énorme modèle, mais une activation sélective des poids. Un peu comme un cerveau qui active certaines zones de son cerveau. Ben écoute, ouais, si tu veux, effectivement, on n'utilise pas forcément toutes les zones de notre cerveau en simultané, c'est vrai. Et là, c'est pareil, effectivement, une minorité de poids est activée simultanément, ce qui permet évidemment de limiter les besoins en calcul. Donc en ce qui concerne l'entraînement, en fait, le modèle est si gros qu'il est difficile de l'entraîner optimalement, et donc GPT-4 est un petit peu sous-entraîné. Il aurait été entraîné sur 13 000 milliards de mots, mais ce ne sont pas des mots uniques, parce qu'en fait, il y aurait 2 passages sur le dataset, voire 4 passages pour le code. Donc en fait, c'est pas vraiment 13 000 milliards de mots uniques, c'est beaucoup moins que ça. Il faudrait 2 fois plus de données pour entraîner optimalement un truc de la taille de GPT-4, un monstre pareil, mais ça doit représenter une quantité de données tellement formidable que c'est dur d'avoir de la bonne qualité à cette échelle-là, quoi. Donc GPT-4 est déjà entraîné sur une montagne de contenu de très haute qualité, hein, ça se voit, hein. Une montagne de livres, sans aucun doute une montagne de cours et de manuels de très haut niveau, ce qui, on l'a vu, est très important quand même aussi pour avoir un modèle efficace, hein. Garbage in, garbage out, hein, comme d'habitude. Le coût d'entraînement estimé serait de plus de 60 millions de dollars sur 25 000 GPU NVIDIA à 100 pendant 90 à 100 jours pour l'entraîner de zéro, sachant qu'il est très vraisemblablement fine-tuné régulièrement. L'inférence sur GPT-4 est coûteuse. Il ne semble pas possible, à cause du tronc commun sans doute, hein, de distribuer les experts entre plusieurs sessions du coup. Ce qui veut dire que la majorité de la mémoire utilisée par une session est inutilisée la plupart du temps. GPT-4 coûterait 3 fois plus cher à l'inférence que GPT 3.5 DaVinci, qui fait lui 175 milliards de paramètres. Et alors, cette inférence tournerait sur un cluster de 128 GPU A100, donc des NVIDIA. Il faut plusieurs nodes de 8 GPU pour l'accueillir en intégralité, hein. Donc c'est très significatif, il faut d'énormes moyens pour déployer ce monstre, hein. Le passage à des GPU H100 pourrait améliorer les choses, j'imagine, puisqu'elle vaut jusqu'à 80 Go de VRAM, je crois. Donc surtout pour les gros contextes, parce qu'en plus de ça, les contextes peuvent aller jusqu'à 32 000 mots, 32 000 tokens, hein, sur GPT-4. Donc probablement des H100 à 80 Go, ça ferait des différences par rapport à des A100 à 40 Go, mais bon. Pour conclure, la partie multimodale de GPT-4, c'est celle qui lui permettrait d'interpréter les images, ça serait un modèle de type Flamingo. Alors Flamingo, c'est un modèle de Google DeepMind. Alors évidemment, c'est un modèle qui est supplémentaire, donc ça rajoute encore des couches aux 1800 milliards de paramètres de tout à l'heure, hein. Donc ça fait vraiment un truc absolument gigantesque. Donc tous ces détails sont à prendre au conditionnel, hein, ils sont tout à fait plausibles. C'est pas une documentation officielle, mais elle fait beaucoup de sens. C'est tout à fait plausible. On attend une confirmation officielle qui pourrait ne jamais venir. Bon, en attendant, effectivement, ça a l'air très très efficace, hein, parce que je sais pas si tu as vu, mais GPT-4 n'en finit pas d'impressionner son monde avec son nouveau plugin, son nouveau mode qui permet de générer et d'interpréter du code. Non, j'ai pas vu du tout ça. C'est vraiment incroyable, hein. C'est GPT-4, c'est le code interpréteur. Il y a plein de vidéos YouTube et même d'articles pour vous faire une idée. C'est une fonctionnalité payante, hein, et qui est en plus exclusive à GPT-4, donc c'est rapidement assez cher. Donc code interpréteur, ça permet d'uploader des données sur lesquelles tu peux travailler. Donc, par exemple, tu peux gérer des tableaux sur t'envoies un fichier CSV. Tu peux créer automatiquement des histogrammes, extraire les caractéristiques pertinentes, et les capacités de visualisation de données de ce truc sont tombées par terre. Donc on peut aussi manipuler des images et des vidéos. Tu uploades une image, une grosse image, et tu lui demandes de faire une vidéo qui fait un zoom dessus, pas de souci. Quelques dizaines de secondes plus tard, le MP4 est en téléchargement, quelques secondes plus tard, tu as ton truc, il a fait le code, il a exécuté, ça a produit un fichier, tu peux le télécharger, c'est extraordinaire. Pareil, si tu veux d'ailleurs convertir un GIF en MP4, passer une image en niveau de grille, changer son format, sa taille, extraire une palette de couleurs, etc. Des données en une carte, par exemple, je suis en train de voir. Oui, il peut générer des cartes animées, des pages HTML à partir de données non structurées. Il est même multimodal. Si tu envoies une photo, d'une page web ou d'une note écrite, il peut la retranscrire, il peut même raisonner dessus. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Effectivement.
Je suis en train de regarder les exemples. Effectivement, c'est complètement ahurissant. J'étais pas tombé dessus. Donc, ok, très bien. Ça prend une dimension encore supplémentaire. On est loin du simple, entre guillemets, modèle de langage. Alors, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, c'est parti très très vite. Des petits retours de la part de Eric Schmidt qui s'est exprimé sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Et puis, un cas d'usage assez récurrent dans ce que tu expliques comme possibilité d'évolution pour des usages grand public, c'est la météo, Guillaume. Ouais, on parle énormément d'IA, en bien et en mal, hein, on en parle beaucoup, c'est légitime aussi. On parle d'IA génératif souvent, bon, ça peut être assez mitigé, comme on le disait, des bons côtés, aussi beaucoup d'inquiétudes, mais le machine learning au sens plus large, finalement, c'est aussi énormément de potentiel pour plein de domaines. Les nouveaux modèles, les nouvelles architectures de réseaux qu'on a, et puis la puissance de calcul disponible font qu'on peut avoir des IA dans l'ingénierie, la recherche fondamentale, et qui sont vraiment très prometteuses. Donc il y a 2 articles dans Nature qui sont parus récemment, qui décrivent des modèles pour améliorer les prévisions météo. Donc il y en a un qui s'appelle Pangu, qui accélère les prévisions, hein, ils viennent des labos de Huawei. Et il y a un deuxième qui s'appelle Nowcast.net et qui est spécialisé dans la prévision des précipitations extrêmes. Alors Pangu a été entraîné sur une montagne de données sur le climat passé, donc les évolutions du climat passé, bon, pas très très anciennes, mais voilà, ils ont repris des données, ils les ont resynthétisées pour entraîner le modèle. Ça lui permet de comprendre un petit peu comment ça marche en gros, et après le modèle généralise. Par exemple, il sait prédire la trajectoire d'un cyclone tropical alors qu'il en a jamais vu avant. Donc Pangu ne fait pas vraiment mieux qu'un modèle physique standard, mais il le fait plus vite. Et ça, c'est quand même précieux. Donc Nowcast.net, par contre, est entraîné sur plusieurs modalités, on va dire, de données à la fois, donc des données radar, des données satellites, et aussi il est ancré dans la physique. Donc on lui apprend aussi à respecter la physique des fluides et de l'atmosphère. Avec tous les outils en main, lui. Exactement, et avec ça, il peut prédire des événements extrêmes qui sont plus rares, qui sont aussi beaucoup plus difficiles à prévoir, et qui malheureusement vont devenir aussi plus fréquents avec le changement climatique, et donc c'est là tout l'enjeu, quoi. Donc, en plus de la météo, le machine learning va sans doute aider dans plein d'autres sciences, et curieusement, c'est vrai qu'un peu curieusement, c'est Eric Schmidt qui nous en parle dans un article du MIT Technology Review. Alors Eric Schmidt, c'est l'ex-PDG de Google. Il a été PDG de Google de 2001 à 2011. Donc il est cofondateur aussi du Schmidt Future. C'est une organisation philanthropique qui investit dans des projets de science et de technologie, donc c'est peut-être en cette qualité aussi qu'il écrit dans la revue. Donc Eric est très optimiste en ce qui concerne l'IA dans les sciences, hein. Donc on vient de parler du climat, on aurait pu rajouter l'initiative Earth-2, qui vise à créer une simulation, un clone numérique de la Terre entière, qui va utiliser elle aussi du machine learning, puisqu'elle va utiliser Forecast.net, qui est un modèle de NVIDIA, pour aussi le climat. Donc on a parlé dans l'hebdo des progrès qu'on peut attendre en biochimie et en médecine. Et là, il évoque aussi les aides pour les radiologues, pour le diagnostic. Il y a un nouveau cathéter qui a été designé par IA, par exemple, avec des simulations de fluides faites comme ça par des algorithmes de machine learning. Il y a une antibiotique qui a été identifiée par un algo aussi, par un scientifique du MIT. On en avait parlé ici même d'ailleurs, le truc qu'il évoque. Et il évoque aussi des promesses dans la modélisation et la maîtrise des plasmas, dans des réacteurs thermonucléaires, des modélisations de mécanique de fluides, des fluides plus rapides, et même une révolution dans la science même se fait en fait. Parce que les modèles de langage ouvrent la voie à une veille scientifique beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et efficace, tu vois. Faire une revue de connaissances et se tenir au courant de ce qui se fait, c'est nécessaire, ouais. Mais c'est aussi très chronophage. Avoir un assistant IA, ce serait super utile, sans compter que, comme les toubibs, les chercheurs ont aussi une pression administrative constante, et ce serait pas mal qu'un chat GPT rédige la paperasse à leur place, quoi. Et au-delà encore, Schmidt imagine que les labos seront de plus en plus robotisés, que l'usage de tous ces robots sera complètement simplifié par les assistants de langage naturel qui comprendront ce que demandent les chercheurs, donc il n'y aura pas nécessairement de formation pour ce truc-là, et les robots feront les trucs qu'on leur demande, et puis tout simplement. Et même éventuellement, ils pourront décider eux-mêmes de se créer des sous-objectifs à effectuer avant de pouvoir aboutir à ce qu'on leur demande. Donc en gros, ce seraient des agents qui pourraient interagir avec du matériel de labo pour automatiser des expériences. Des expériences qui, du coup, peuvent être beaucoup plus nombreuses et beaucoup moins chères. Et en expérimentant plus, on a des chances de découvrir plus de choses aussi. Donc avec des agents qui font des expériences tout seuls, H24, tout le temps, vacances, jours fériés, qui commandent eux-mêmes les fournitures qui leur manquent, on peut envisager de tester plus de molécules, par exemple. Donc ça paraît de la science-fiction, mais il y a déjà des projets qui existent de self-driving laboratories, comme ils disent, au laboratoire Argonne, par exemple, ou à l'Emerald Cloud Lab, qui est à Austin. Donc, évidemment, tout ça vient avec pas mal de questions sur l'emploi des techniciens de labo, déjà. Bon, effectivement. Et puis, bien sûr, de la manière dont les IA chimistes pourraient être utilisés pour créer des trucs dégueulasses. Évidemment, ça, c'est toujours un problème. Comme toujours. Mais bon,
disons que même s'il y a forcément des risques, il y a des questions et des challenges, c'est quand même assez réjouissant de se dire que le machine learning pourrait donner un coup d'accélérateur à la science aussi, quoi. Ouais, du coup, il n'est pas abordé dans ce retour les risques en matière d'hallucination, justement, sur la restitution, etc. Est-ce que c'est tellement évident qu'on n'en parle pas ou... Alors, alors c'est un peu différent parce que là, on parle pas forcément de modèle de langage complètement. On parle Non, mais quand tu parles d'une veille d'études scientifiques, oui, tout à etc., fait. tu vois, tu es obligé de restituer des éléments. Du coup, là-dedans, tu perds quand même peut-être de la partie de sérieux, de fiabilité. Non, alors, c'est une question, même si effectivement, quand tu fais en fait des résumés de texte, ça marche pas trop mal, mais c'est quand même une question, tout à fait. Et après, tu peux effectivement faire des recherches sémantiques dans des corpus de texte qui sont ensuite, dont les réponses sont après synthétisées par des modèles de langage. Et là, comme tu te bases sur des données qui existent déjà, il y a moins de risques d'hallucination. Mais tu as raison, ça reste quand même effectivement un sujet de préoccupation parce qu'il y a toujours un petit risque et bon voilà, tu maîtrises pas totalement tout, effectivement. D'autres qui en ont conscience, évidemment. On regarde un petit peu ce qui se passe du côté des voitures autonomes, Guillaume, aux États-Unis. Écoute, on parle de Self-Driving Laboratory, d'IA scientifique. Bon, pour l'instant, les IA qui font effectivement du self-driving dans les rues, là, les voitures, elles ont pas l'air d'être prêtes pour des prix Nobel quand même, hein, parce que il semblerait que pour paniquer une voiture de Waymo, il suffit de lui mettre un cône un cône de chantier sur le capot. Alors ok, c'est vrai, moi aussi tu mets un cône de chantier sur la tête, ça me perturbe un peu. C'est mais bon, vrai. la surprise passée, moi je continue mon petit train-train, tu vois, je vois pas le problème. Les voitures autonomes, non, elles considèrent que c'est pas normal, et comme elles ont pas de bras, elles frisent. Voilà, elles restent bloquées sur place, quitte à provoquer un joli bouchon derrière. Alors évidemment, il pleut pas des cônes de chantier partout, ce sont des petits malins qui leur mettent dessus. Enfin, des petits malins, ce sont des activistes en fait, qui protestent contre les déploiements à grande échelle des taxis autonomes à San Francisco. C'est drôle. Parce que le CUPUC, le California Public and Utilities Commission, va se réunir le 13 juillet pour décider si oui ou non le service de robotaxi de Waymo, et Cruise d'ailleurs, sera étendu dans la ville. Alors en question, c'est pas trop l'aspect, c'est pas vraiment l'aspect voiture autonome, c'est l'aspect taxi qui sera discuté, parce que c'est la CUPUC qui autorise ou non à faire payer les courses. Donc en parallèle, il y a des habitants qui sont pas super convaincus par les robots mobiles qui les accusent de mal conduire en fait. Trop de bugs, une IA pas assez robuste, une conduite qui est beaucoup trop prudente et qui gêne le trafic. Ils protestent aussi, ils protestent du coup en organisant ce qui s'appelle la Semaine du cône, qui consiste à ridiculiser de pauvres robots mobiles qui sont pétrifiés de honte. Voilà, les pauvres. Pourquoi tu dis CUPUC ? Ce serait CAP. C'est CUPUC, ouais, CUPUC. Ouais, le CUPUC. Donc, le PUC. Je sais pas si la sonorité est très heureuse, effectivement, mais bon. Un peu de géopolitique, Guillaume, avec la Chine. Mais oui, la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis n'est pas prête de se calmer. Alors au passage, selon un sondage du Pew Research Center, n'est-ce pas, 59% des Américains considèrent que TikTok est une menace pour la sécurité nationale. Donc une majorité. Alors sans surprise, cette majorité, c'est quand même surtout des républicains et c'est quand même surtout des non-utilisateurs de TikTok. Donc souvent, pas des jeunes. Mais bon. Par ailleurs, les États-Unis veulent toujours plus limiter l'export de leur technologie vers la Chine. Le dernier truc en date, c'est de limiter l'accès des Chinois aux services cloud américains. Donc on avait déjà parlé des limitations d'export des puces de calcul, surtout pour l'IA en particulier, c'est quand même le truc chaud. Et avant ça, les US ont réussi à persuader leurs alliés de limiter, voire de stopper la coopération avec le pays sur des technologies clés pour les semi-conducteurs, comme la photolithographie. Alors c'est un sujet qui est d'ailleurs absolument fondamental. La photolithographie, c'est une très longue histoire, le principe a 70 ans. Après, c'est dans les années 50 qu'elle commence à être utilisée pour faire des circuits intégrés. Le principe général, c'est d'utiliser de la lumière pour graver un circuit. Et ce qu'on veut, c'est graver, nous, des tout petits circuits. Donc, on va faire l'inverse de ce qu'on fait quand on agrandit une photo. En fait, l'inventeur de la technique, qui s'appelle Jay Lathrop, qui est mort l'an dernier, il a utilisé un microscope, mais à l'envers. Un microscope, c'est fait pour agrandir une image, en fait, d'un truc souvent très petit et dégueulasse. Là, c'est l'inverse. Tu le retournes et tu l'utilises pour prendre un truc qui est assez gros et tu le rends tout petit. Alors, ça implique plein de processus chimiques, évidemment, en réalité, la photolithographie, puisque la lumière attaque une couche photosensible à des endroits qui sont délimités par un masque, où la lumière, évidemment, ne passe pas. Et ces couches de silicium qui restent exposées, elles sont laissées toutes nues, et donc en plus, elles sont attaquées à l'acide, et après on peut graver. C'est comme ça qu'on grave ce qu'on veut dessus. Alors, c'est un processus qui est à la base de toutes les puces modernes, toutes.
Sans ça, il n'y a pas de miniaturisation, il n'y a pas d'évolution exponentielle des puces, il n'y a pas de tech café, c'est l'horreur. Bon. Ah, c'est vrai. Bah oui. C'est beaucoup. Donc, alors bien sûr, ce processus est hyper raffiné et sophistiqué depuis 70 ans, à tel point qu'il a fallu changer la lumière qu'on utilise plein de fois, rajouter plein de masques, jouer avec les interférences de la lumière. Tout ça est devenu tellement compliqué qu'aujourd'hui, il y a essentiellement une seule boîte au monde qui soit capable de fabriquer des machines assez performantes pour la miniaturisation actuelle des puces. Et cette boîte, c'est ASML, et elle est aux Pays-Bas. Elle est aux Pays-Bas, ouais. Pour vous donner une idée, ASML fabrique des machines qui produisent de la lumière dans l'ultraviolet extrême. Et il faut que le faisceau soit extraordinairement précis et stable pour pas que l'épreuve soit floue, en gros. Donc ASML utilise une petite boule d'étain qui fait 30 microns et qui est pulvérisée par un laser ultra puissant et qui crée un plasma qui monte à des centaines de milliers de degrés. Et ce plasma produit cette fameuse lumière ultraviolette extrême, lumière qu'il faut collecter et focaliser. Et pour ça, il faut des douzaines de miroirs qui sont les plus plats et les plus fins du système solaire. Je veux dire, c'est des trucs qui font quelques molécules d'épaisseur et qui sont maintenus parfaitement immobiles par des actuateurs qui sont tellement précis qu'ils pourraient guider un laser pour viser une balle de golf sur la Lune. Tout ça pour dire que pour fabriquer ces trucs, c'est pas donné à tout le monde. Et qu'en priver la Chine, c'est quand même un gros coup, parce que c'est un énorme challenge industriel qu'il va falloir qu'ils refassent eux-mêmes. Donc la Chine sait bien qu'elle a un retard, d'ailleurs elle a même admis récemment, plus ou moins, que voilà, il y a le ministre de l'Industrie qui a publié un mémorandum sur un manque de fiabilité de certains composants chinois, sur le besoin aussi d'améliorer tout ça, en particulier dans le secteur de l'automobile et de l'embarqué. Donc ils veulent améliorer ça rapidement, mais bon, pour les puces top niveau, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et donc, avoir un embargo sur des technologies comme la lithographie, c'est un gros coup dur. Donc les Chinois commencent à répliquer d'ailleurs avec leurs propres limitations. Donc dernier coup en date, c'est une nouvelle réglementation qui limite les exportations de germanium et de gallium. Donc c'est deux matières premières qui servent dans les semi-conducteurs. On peut faire des transistors au germanium par exemple. Donc c'est pas une interdiction d'export strict, il faudra demander une licence, et il est très probable que les boîtes qui collaborent avec l'armée américaine, par exemple, n'en obtiennent pas. Donc c'est une première réponse qui aura sans doute qu'un effet très limité, parce qu'on peut le choper ailleurs en fait, le gallium et le germanium. Ça peut se miner ailleurs qu'en Chine, les autres fournisseurs devront juste accroître un petit peu la productivité, mais bon, voilà, ça fait monter déjà le cours de ces deux éléments, c'est un premier pas, si tu veux, un premier mot de Pékin, mais c'est pas le dernier dans cette guerre économique, et on espère d'ailleurs qu'elle va bien le rester, économique. Effectivement, on espère que ça va pas déborder autrement, bien entendu. Je lis les notes de l'épisode, Guillaume. Il dompte la puissance de la foudre. Attends, se rapprocherait-il des dieux ? Mais oui, don de Zeus. Une équipe de l'université du Massachusetts a trouvé moyen de convertir l'humidité de l'atmosphère en électricité. Comme ça, on continue. C'est-à-dire, tu prends un truc de la taille d'un timbre-poste, en gros, qui est en fait garni de nanotubes de carbone, tu le colles sur un piquet, et en gros, tu as 100 à 300 milliwatts d'électricité gratos. C'est fabuleux. Alors le principe, c'est que les molécules d'eau entrent dans les nanotubes, et bien les nanotubes c'est vraiment petit, donc elles y sont un peu à l'étroit, et donc elles se cognent la tronche, elles se cognent la tête partout, là, et chaque coup de tête, elle donne un petit coup, et ça donne une petite impulsion électrique. Donc 300 milliwatts, c'est pas beaucoup, mais c'est gratuit quand même, donc c'est un plaisir. Mmh. Et si tu en alignes des milliers, ça finit par faire des watts. Donc avec un dispositif qui a la taille d'une machine à laver en gros, et donc à peu près 20 000 de ces unités, ils pensent produire une dizaine de kilowatts, et avec ça, t'alimentes une maison, grosso modo. Et le plus beau, c'est que tout ça a été découvert complètement par accident. Au début, ils voulaient fabriquer un capteur d'humidité, et l'étudiant qui était en charge de l'expérience a oublié de brancher l'appareil. Donc c'est con, mais en fait, comme le truc s'est mis quand même à envoyer un signal électrique. Donc il fonctionnait quand même, et donc c'est trop bizarre. Et en fait, c'est pas une blague, il y a énormément d'énergie qui est stockée dans les molécules d'eau atmosphériques, et d'ailleurs on s'en prend une partie dans la tronche à chaque fois que la foudre nous tombe dessus, en fait. Mmh. Et donc ce truc pourrait permettre de récolter un petit peu de cette énergie. Maintenant, il faut voir comment fabriquer de gros dispositifs qui soient utiles, voir comment ça marche dans les différents pays, évidemment les différents climats, parce que je pense que tu ne dois pas récolter autant d'énergie à Quiberon qu'à Toulon, quoi, tu vois. Et bien sûr, si c'est viable, il faudra produire ça à grande échelle et à faible coût, ce qui est un autre challenge, mais c'est quand même un super espoir de savoir qu'on pourrait peut-être, demain utiliser l'énergie de la foudre pour notre grille-pain. Ah, c'est beau. Voilà, c'est le grille-pain, le pain grillé de Zeus. Un truc découvert par erreur en plus. Bonne nouvelle ou pas du phosphate, on va en avoir, Guillaume. Ouais, autre découverte inattendue qui aura sans doute des conséquences importantes, on a trouvé un énorme filon de phosphate en Norvège, en Norvège.
Alors c'est beaucoup, c'est vraiment gros, hein. C'est 67 milliards de tonnes de phosphore. C'est plus que la réserve mondiale jusqu'ici. Alors vous allez me dire, youpi, mais on s'en fout, non? Ben non, parce que le phosphore, ça permet de créer du phosphate. Et alors c'est un truc qui est très largement utilisé en agriculture et qui est d'ailleurs un polluant fort problématique, mais il n'est pas utilisé que pour ça. Les batteries, des voitures électriques en particulier, ont envie de ne plus utiliser de nickel et de cobalt, et donc de passer à une combinaison fer-phosphate. Donc on voit les batteries dites NCA sont trop chères, on passe aux batteries dites LFP. LFP pour lithium phosphate. Donc parce que voilà, c'est beaucoup moins cher, c'est plus facile. Donc voilà. Mais bon, vu l'énorme expansion du parc de voitures électriques qui est prévue, il risquait d'y avoir largement des tensions sur le phosphate, avec une concurrence même avec le secteur des engrais. Et en plus, il aurait fallu importer massivement des trucs d'Asie. Bon voilà, avec 77 milliards de tonnes sous le coude, on est bon pour 50 ans. Donc globalement, cette inquiétude est plus du tout d'actualité. Alors évidemment, après, il reste à extraire à cette manne, bien sûr, ce qui va se faire, hein, sans aucun doute. Je sais pas à quel point ce sera une cata écologique, d'ailleurs localement ou pas, mais bon, ce qui est sûr, c'est que la Norvège est très contente, à mon avis, parce que le pays exportait déjà largement son pétrole. C'est un pays assez riche déjà de ses réserves naturelles. Alors, le niveau de vie à Oslo risque pas de baisser, puisque s'ils deviennent les principaux producteurs mondiaux de phosphore, je te dis pas, quoi. Ouais, ils sont tranquilles. Très bien, magnifique, avec le caractère polluant dont tu parlais, effectivement. Un dernier mot sur les fusées, avec un saut de génération. C'est la fin, en tout cas, d'Ariane 5, Guillaume. Oui, enfin, bon, pour l'instant, on recule pour mieux sauter, on va dire. Puisque quand je parle de saut de génération, c'est la fin d'une, en tout cas. Bon. Ariane 5, c'est déjà fini, et ça me fait bizarre, parce que moi, je me souviens un petit peu de ses débuts, hein, c'était en 96. Et ça n'avait pas été facile d'ailleurs les débuts, mais bon, finalement Ariane 5 est devenue la fusée de base de fait, quoi, hein, le standard, pour un nombre incalculable de missions, pendant pas loin de 30 ans et 117 vols. Donc dernière mission marquante en date, on l'avait d'ailleurs marqué, c'était le James Webb Telescope, qui avait été si bien lancé que ça a doublé la durée de vie de l'appareil, quoi. Donc on va pas rappeler le prix, 10 milliards. Mais c'est bien de rentabiliser le truc au mieux quand même, hein, c'est vraiment très très bien. Donc Ariane 5 a décollé pour son ultime vol le 5 juillet, avec 2 satellites, dont un appareil militaire français d'ailleurs. Et bon, le truc c'est que l'espace a énormément changé depuis 96. Enfin, je veux dire, le secteur spatial a énormément changé. Ariane a eu plusieurs versions, mais bon, dernièrement, face à SpaceX, ça le faisait pas, quoi, hein. Je veux dire, la concurrence est très très rude. Sur les prix, ça n'a plus rien à voir. Le lanceur Falcon 9 réutilisable rend l'espace beaucoup plus abordable qu'avant. Le prix de lancement d'Ariane 5, c'est 220 millions, d'après ce que j'ai pu trouver, hein, alors que c'est une soixantaine pour Falcon 9. Ah oui, quand même, effectivement, une telle économie, c'est quand même pas négligeable. Ils ont peu ou prou la même charge utile, il me semble. Donc, une fusée Falcon, ça vient d'être réutilisé. Il y a une fusée Falcon là qui vient d'être réutilisée pour la 16e fois consécutive. Ah vache, ouais, c'est vrai que c'est costaud quand même. 216 fusées Falcon ont d'ores et déjà décollé avec succès. Donc, SpaceX se rebat les cartes et c'est pas très bon pour nous, parce qu'en attendant, Ariane 6 n'est pas prête. Alors à la base, ça devait être d'ailleurs une mise à jour d'Ariane 5 en moins cher, à peu près dans les 2 fois moins cher. Elle devait pas être réutilisable cependant, et donc elle ne le sera pas. A priori, Ariane 6, quand elle arrivera, ne sera pas réutilisable, et elle devait rentrer en service en 2020. Là, manifestement, pour 2023, c'est mort. Donc on attend un premier lancement vers l'été 2024. Un peu de retard quand même. C'est pas très bon pour l'Europe tout ça. En attendant, on va devoir faire appel à SpaceX pour les lanceurs, et on ne sait pas vraiment à quel point Ariane 6 sera compétitive avec les Falcon 9. D'après les prix provisionnels, elle sera d'ailleurs pas totalement compétitive, donc la technologie des Falcon est éprouvée de plus en plus, et les fusées sont de plus en plus fiables et rentables. Et quand Starship va entrer en service, ça va être un coup de tonnerre, parce que si ça marche, sa capacité va encore tirer probablement le coût du kilo en orbite vers le bas, et l'Europe, elle aura rien en face, quoi, donc... Pas terrible. C'est une sale période sur le plan de la concurrence, et ça doit pas être facile sans doute de s'adapter, et je me rappelle de toutes les explications que tu avais données sur les modèles de développement des fusées par SpaceX, qui sont vraiment dans un enchaînement avec effectivement pas mal d'explosions, et ça donne l'impression que c'est des fails, mais en fait ils avancent à marche forcée très très vite, et forcément les autres industries, les autres acteurs de l'industrie se sont pas du tout adaptés pour le coup. Et ça va mettre un moment. On va conclure cet épisode de Tech Café symboliquement. Quoi de mieux à l'approche des vacances que de parler de travail, Guillaume? Qu'est-ce que c'est bien trouvé? On va parler notamment un petit peu de la gig economy, hein, comme tu aimes à la rappeler. Et on va commencer avec le Brésil.
Oui, le Brésil est un immense pays dont on parle pas si souvent, pourtant c'est un pays qui est très connecté. Les nouveaux services ils sont adoptés assez vite. Et Sur largement. WhatsApp surtout d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et à tel point que c'est même parfois un terrain d'expérimentation pour les nouvelles apps. Parfois ils sortent d'abord en Amérique latine, au Brésil en particulier, avant le reste du monde. Cela dit, il y a aussi pas mal d'arnaques en ligne, hein, et puis les internautes sont pas toujours très bien éduqués au risque là-bas non plus, donc il y a des business qui sont pas très catholiques, qui s'y développent. Par exemple, il y a un gros business de la fausse revue. Alors du faux test vidéo, du faux test produit. Il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Donc elles recrutent des gens qui sont payés au lance-pierre, parfois même pas 4$, et qui doivent se filmer en train de dire tout le bien qu'ils pensent d'un produit donné. Alors évidemment, c'est tout le bien que le script leur dit de penser, parce que c'est des faux tests, hein, ils n'ont jamais vu le produit, tout est prévu à l'avance, aucun espace pour l'imagination ou l'appréciation personnelle, c'est parce que c'est pas du tout ce qu'on cherche. Les vidéos sont ensuite reprises, puis postées sur divers sites pour promouvoir un produit, d'une qualité discutable, voire d'ailleurs aussi pas de produit du tout, parce que parfois le produit n'existe pas et les acteurs sont complices malgré eux d'une arnaque. Le Brésil n'est pas dans une situation économique super géniale, hein, et à tel point qu'il y a plein de gens qui sont prêts à prendre le premier truc qui passe, même si ça prend du temps en fait de créer une vidéo. Hein. Créer une vidéo, ça peut prendre 1 heure pour faire 1 minute de vidéo, hein, et c'est pas payé très cher de l'heure du coup. Mais bon, certains arrivent à en vivre, mais c'est très dur. En général, un même prestataire emploie pas très souvent le même gars, parce que sinon ça commence à se voir. Hein. Donc ça tourne. Bon, même si au Brésil, comme ailleurs, la pub mensongère est interdite, hein, bien sûr, je suis bien certain que le cas brésilien n'est qu'un exemple parmi d'autres. Hein. Il y a plein de pays qui doivent héberger le même business. On parle régulièrement de faux avis, de fausses notes sur les sites. Dites-vous bien que c'est pas parce qu'on vous parle en vidéo que c'est forcément plus crédible. Pas du tout. On continue dans la gig economy avec la sous-traitance même. C'est une espèce d'inception de la valeur travail, Guillaume. C'est fabuleux. Et puisqu'on est au Brésil, on reste au Brésil, hein, qui est donc, voilà, situation économique tendue. Le Brésil, tu vois, Rio, son pain de sucre, son gros Jésus, voilà, c'est... Si tu veux la carte postale, faut pas lire Rest of the World, parce qu'ils offrent souvent une fenêtre sur le monde qui est vraiment très très loin des images publicitaires. Donc là, il détaille effectivement comment les livreurs de type Uber Eats, hein, typiquement, se retrouvent piégés en enfer via des contrats de sous-traitance. Alors, c'est pas Uber Eats, c'est juste le type de truc, là, ça s'appelle iFood. Et donc iFood, quand t'es iFood, t'as besoin de livreurs, bien sûr, mais tu veux pas les gérer. Parce que gérer des gens, c'est chiant, hein, voilà, c'est pas possible. Donc tu passes par un sous-traitant qui va embaucher les livreurs pour toi. Et toi, tu demandes des prestations au sous-traitant. Comme ça, c'est lui qui gère ces gars, hein, ça, c'est pas ton problème. On était à un niveau pas mal là, hein, donc on n'est même plus dans la gig economy, on est dans la sous-traitance de la gig economy, c'est magnifique. Et les livreurs sont attirés chez le sous-traitant parce que ça paye relativement bien et qu'il y a un nombre d'heures stable. Sauf que rapidement, on leur demande de faire 12 à 14 heures par jour, avec des jours de repos, un jour de repos toutes les 2 semaines. C'est inhumain, absolument. Alors pourquoi les gens restent ? Figure-toi qu'il y a une clause qui les empêche de travailler pour iFood pendant 30 jours s'ils partent. Donc s'ils démissionnent du sous-traitant, en gros, ils sont pas payés pendant 1 mois. Qui peut se permettre de pas être payé pendant 1 mois ? Pas grand monde. Donc du coup, ils sont pris au piège. Ça dissuade, oui, je pense. Tu quoi ? Ça dissuade, je pense, effectivement. Ça dissuade. Eh ben oui, donc iFood lui-même affirme que 25% de ses livreurs sont employés par des sous-traitants comme Sierra Express et d'autres, et ils font à peu près tous la même chose. C'est-à-dire qu'ils pressent leurs employés comme des citrons. En théorie, leurs employés peuvent prendre le nombre de shifts de 4 heures qu'ils veulent. En réalité, s'ils en prennent pas au moins 3, on leur en attribue plus du tout. Donc en gros, c'est 12 heures minimum par jour, soit tu gagnes rien. Et pour iFood, c'est tout bénef. On ne s'embarrasse pas de rechercher des gens, de leurs petits soucis, les détails, voilà, comment trouver des volontaires les jours de pluie, par exemple. Non. Sierre s'occupe du sale boulot, il fournit un flux constant d'heures de travail, sans rien gérer d'autre. Tu vois, toi, t'as rien à gérer d'autre. En gros, iFood a de fait des employés, mais sans en avoir formellement. Il a aucune obligation, c'est le rêve. Et bien sûr, tout ça n'est pas légal, hein. Parfois ça va même à l'encontre de ce qui est écrit dans le contrat d'embauche, mais bon. À la moindre tentative de protestation, tu as des représailles, c'est-à-dire qu'on te file plus de boulot, ou alors on te mute dans une région que tu veux surtout pas, etc. Alors les livreurs commencent à se fédérer et à attaquer en justice, hein, puisque c'est toujours ça, il faut toujours qu'il y ait un nombre suffisant si tu veux, pour peser un peu. Et on leur souhaite vraiment le meilleur, on leur souhaite vraiment de gagner, parce que c'est absolument abject. Ouais, et ça me rappelle des longues discussions qu'on avait eues, enfin pas si longues que ça d'ailleurs, mais fréquentes il fut un temps avec effectivement l'arrivée d'Uber. Bon écoute, ça continue d'une autre manière. Et puis pour conclure cet épisode, Guillaume, un sujet que j'aurais pas soupçonné, c'est l'évolution du rythme des centres-villes suite à l'arrivée du télétravail. Oui, juste pour mentionner, c'est marrant, on y a cru, il me semble, à un moment, que le télétravail pourrait devenir une sorte de norme et tout, tu vois, bon. En fait,
finalement, le télétravail n'est pas devenu la norme, hein, loin de là. À Seattle, par exemple, alors que pratiquement tout le monde le faisait pendant la pandémie, en 2022, donc après, 73% des employés de la ville étaient de retour au bureau. Donc le télétravail, c'est le cauchemar des managers, bien sûr, mais pas seulement. Il y en a aussi d'autres pour qui ont le télétravail en horreur. Et c'est les centres-villes, en fait. C'est même les villes, finalement, les centres-villes, les villes elles-mêmes, parce que les commerces de centre-ville, ils souffrent énormément de ça. Il y a un estimateur pour mesurer le retour au bureau, d'ailleurs aux États-Unis, qui s'appelle le Castle System, qui estime que sur les 10 villes majeures américaines, on a à peu près la moitié de la surface de bureau qui est effectivement inoccupée, en moyenne. Donc le prix des bureaux, du coup, baisse, la fréquentation des commerces aussi, ça crée une mini-crise économique, en fait. Parce qu'on ne parle pas seulement des restos, des fast-food, hein, il y a ça évidemment, mais aussi le secteur du nettoyage de bureaux, le secteur du nettoyage en général, le secteur immobilier, des architectes, etc. Tout ça se traduit par une baisse drastique des impôts qui sont collectés sur les entreprises de ces centres-villes. Or, en général, c'est un petit peu le gros de l'impôt, hein, l'impôt sur les sociétés, c'est super important dans les centres-villes actifs comme ça. Du coup, ça fait un trou dans le budget de la ville. Et en plus, ça aide pas que c'est très difficile pour les villes de convertir les bureaux désertés en autre chose, comme des logements, parce qu'il faut requalifier les blocs, il faut requalifier les quartiers, etc. Donc voilà, pendant la pandémie, on s'est dit que tout le monde allait changer, voilà, que le monde allait changer comme ça drastiquement. Finalement, il a changé, peut-être pas comme on l'avait prévu, évidemment, avec tout ce qui s'est passé depuis, hein, la guerre, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est marrant de voir tous ces effets en cascade, et on se dit que tout est tellement complexe, et changer, c'est tellement difficile. Pour le coup, c'est même pas encourageant d'ailleurs de se dire, de voir à quel point tout ça est fragile et complexe et interconnecté, quoi. Ouais, effectivement, l'arrivée du Covid nous a amené à être bouleversés sur plein d'aspects qu'on ne soupçonnait pas. Je me rappelle à l'époque que tu parlais de signes noirs, CYGNE, je le relais encore assez souvent, mais ça montre encore une fois à quel point la portée est énorme et elle est insoupçonnée. Merci beaucoup Guillaume pour cette revue complète de l'actualité des nouvelles technologies cette semaine entre l'épisode hebdomadaire et l'épisode supplément. Enfin, vous avez de bonnes raisons de penser savoir comment fonctionne GPT-4. Il est disséqué, chose promise, chose due. On attend des confirmations officielles, mais je pense que c'est intéressant quand même de relayer l'état de l'art de la connaissance de ce sujet. Merci infiniment Guillaume pour ta présence tout au long évidemment de cette saison de Tech Café de septembre 2022 à juillet 2023. On va prendre quelques semaines de repos cet été, même si on a des contenus qui arrivent dans le flux du podcast. Donc restez évidemment plus que jamais abonnés à Tech Café. Je reste aussi joignable sur les réseaux sociaux. Je suis Guillaume Vendée et vous continuez à interagir avec moi. On ne sait pas exactement quand on va reprendre les épisodes. En tout cas, la meilleure manière de le savoir, c'est de rester bien entendu abonné. En attendant, je sais, entre les cocktails et les mots croisés sur la plage, vous n'attendez qu'une chose, c'est à rentrer en contact avec Guillaume Poggiaspala pour lui souhaiter de bonnes vacances, pour savoir où il passe son été, pour savoir s'il ne manque pas l'info croustillante de l'été. Guillaume, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ? Écoute, c'est pas le meilleur moment, l'été, les vacances, tout ça. Moi, je vais partir, effectivement. Je vais me cigaler un petit peu la tête. Ouh, donc, donc vacances, il faut se déconnecter un petit peu de toute façon, hein, c'est clair. Hein. Je m'interdis pas d'essayer SDXL, un de ces quatre quand même, mais c'est vrai qu'on va essayer un petit peu de se déconnecter. Alors, quand on dit on ne sait pas quand on va reprendre le podcast, vous inquiétez pas, il y aura une autre saison. Je veux dire, on reprendra probablement. Bien sûr. En septembre, ou fin août, début septembre, un truc comme ça. Hein. Je sais que peut-être certains ont paniqué, je veux vous rassurer tout de suite. Au contraire, n'est pas mort. C'est pas sûr qu'on reprenne, ça dépend si vous venez nous soutenir sur Patreon. Bien entendu, patreon.com/café, non, c'est pas vrai du tout. Donc effectivement, rendez-vous à la fin de l'été ou en septembre, on sera ravis d'avoir pris un petit peu de repos et d'être à nouveau frais et dispo pour couvrir l'actu tech à vos côtés. Merci infiniment pour votre fidélité. On vous souhaite un bel été et en attendant, on se dit rendez-vous, quand même dans quelques jours pour quelques épisodes hors série spécial été et sinon à très bientôt pour de prochains épisodes hebdomadaires. Ciao à toutes et à tous et profitez bien. Oui, ciao à tous, profitez bien de votre été. Ciao, bonnes vacances.